qui ont été Yahya, sur ce point. Alors, sur ce point, c'est que les manifestations des étudiants s'étendent à Oran, s'étendent à d'autres wilayas, et c'est tant mieux. Elles se renforcent à Alger, à Béjaïa. C'est une bonne chose. Il y a une très bonne tentative aujourd'hui à Oran, et puis même à Constantine, je crois. C'est une très bonne chose que le mouvement estudiantin s'implique de telle façon dans cette révolution non violente. Constantine, on n'a pas eu de nouvelles. La semaine passée, il y a eu une tentative. La semaine passée, oui, oui. Absolument. Oui, oui. Après, il y a des événements que j'aimerais signaler. Le premier, il s'est passé aujourd'hui à Béjaïa. Vous parliez de contre-révolution tout à l'heure. Un des manifestants qui s'est même présenté, non pas originaire de Béjaïa, mais venant de Beskala, commençait à dire des slogans avec son téléphone. Je suis contre ces slogans. Il attaquait ouvertement le mouvement politique auquel j'appartiens. J'allais vous poser la question, elle fait partie du programme. Oui, non, juste une petite remarque. Il est de la recevoir. C'est quand on est face à quelqu'un dans le Hirak et qui donne des slogans ou un discours avec lequel la majorité autour n'est pas d'accord, la meilleure des solutions, et puis ça s'est déjà vu même avec la révolution non violente de Gandhi, les autorités britanniques envoyaient des Indiens qui disaient ce Gandhi c'est un fou, il va vous mener à l'armée. Ça fait partie du jeu. Et ce que faisait Gandhi et ses amis, c'est que ces gens-là, à l'intérieur des manifs, ils se retiraient, on ne les tape pas, on ne les touche pas, on n'a pas le droit de toucher à quelqu'un, à son physique, et ni à son intégrité morale. Après, il ne faut pas rester autour de lui pour ne pas lui donner l'impression qu'il a du monde autour de lui. C'est tout. Après, qu'ils disent Rachid dégage, Ozeto dégage, ce n'est pas le problème. Oui, absolument. Ce n'est aucun... Et puis même Rachid, elle est sujette à discussion, nous allons à débat, parler, c'est normal. parce que c'est un vrai sujet. Le sujet des manifestations des étudiants à Béjaïa ou ailleurs, ce n'est pas un mouvement politique. Ou ce n'est pas une personnalité politique. C'est une révolution non violente pour bâtir un État civil et démocratique. La deuxième remarque, on a parlé des wilayas d'intérieur. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'à Ouargla, des jeunes chômeurs ont manifesté au centre-ville de Ouargla, torse nu, خيطوا فمهم ويضربوا بالكور تاعهم بالموس بلا مجيلات parce qu'ils n'ont pas de travail, parce qu'ils subissent une injustice sociale. ونقولها, j'ai pas peur de le dire, بالك جماعة تاع le Nord ou la bande Nord ou جماعة تاع الساحل كما يسمونها هما في ورقلة ne vivent pas cette situation. يعني بالك on est dans d'autres préoccupations. On y arrive petit à petit. Mais Khaoutna fi Ouargla, ils subissent, et puis Mchir Ouargla, c'est la ville qui représente le sud algérien, des injustices sociales, des injustices par rapport au droit au travail. Les خلات اليوم des jeunes يخرجوا في Ouargla يقطعوا رواحتهم ويخيطوا فمهم, ils n'ont même pas le droit de s'exprimer. C'est plus facile de réprimer un jeune manifestant, excusez-moi, à Ouargla qu'à Alger ou qu'à Tizi Ouzou ou qu'à Oran. Donc, il faut qu'il y ait de la solidarité avec Ouargla, il faut qu'il y ait de la solidarité avec Oued Souf, qui subit une répression féroce chaque vendredi depuis 3 ou 4 semaines. La solidarité et l'union nationale, c'est une des forces de ce Hirak. Par contre, la contre-révolution, je pourrais développer tout à l'heure si vous me posez la question. Alors, Alouad, vous faites bien de le signaler, le peu de gens qui parviennent à forcer le blocus et à sortir, très peu, Alouad, ils sont quasiment persécutés, menacés, jusque dans leur famille. Ils subissent des répressions et des persécutions de la part des autorités sécuritaires locales, le DRS et la police locale. Ils sont en train de les persécuter d'une façon atroce. On nous l'a signalé et nous sommes en train d'enquêter sur cette question, justement. Alors, tout à l'heure, l'étudiant qui était avec nous nous a dit que, curieusement, il n'y avait pas de répression, il n'y avait pas d'hyper-présence sécuritaire dans la manif des étudiants cette semaine. Pourquoi, à votre avis? On ira de l'avant, comme dit M. Hialech. Par contre, vous dites dans votre question pourquoi ils ne veulent pas répondre. Il faut savoir que le régime algérien, c'est un régime rentier qui vit sur la rente. Ce n'est pas un régime qui vit autour d'une économie réelle qui lui rapporte des taxes. L'administration des impôts algérienne aujourd'hui, qu'elle récolte de la TVA ou pas, ce n'est pas un énorme problème. Que l'administration des impôts récolte les taxes indirectes ou les taxes locales, ce n'est pas vraiment dramatique pour le régime. D'ailleurs, un petit exemple,
pour les vignettes automobiles, c'est de l'impôt, on est d'accord. Le citoyen algérien est censé la payer au 1er ou au 2 janvier de la nouvelle année. Les premières vignettes commencent à être disponibles dans les bureaux de poste à partir du 4e, du 5e, voire même du 6e mois de l'année. C'est pour vous dire qu'ils ne sont pas pressés à aller récolter l'argent des impôts. Maintenant, la donne change, ce qui explique un petit peu cette pénurie d'huile de table aujourd'hui. Pseudo-pénurie, parce qu'il n'y a pas de pénurie. On va en parler. Voilà, si vous voulez. C'est que maintenant, le régime commence à avoir faim. Il se retourne vers la population pour avoir des revenus fiscaux en dinars pour combler les déficits budgétaires. Par contre, dans tous les régimes du monde, quand le régime est rentier, quand la rente est là, continue à fournir l'argent nécessaire pour la survie du régime, il n'est pas déstabilisé. C'est vrai que les marches le déstabilisent sur le plan politique, sur le plan interne, sur le plan international. Mais sur le plan pécunier, il n'y a pas de blocage du pays. Aujourd'hui, c'est pour ça que moi je parlais de Toffer tout à l'heure, c'est qu'il était directeur et il est aujourd'hui toujours une grande part de responsabilité, directeur de la police politique qui a hein. cassé les partis et sûr. surtout les syndicats. Imaginez si on n'avait pas un service de police politique aussi diabolique que celui de Toffer qui a cassé les syndicats. Aujourd'hui, on aurait eu un ou deux ou trois force de frappe absolument. populaire. On aurait pu, pas possible, on aurait pu bloquer l'industrie pétrolière dans le Sud. Absolument. À juste valeur. Absolument. On ne les a pas, ces organisations. Ouais. Il ne suffit pas d'aller sur YouTube ou sur Facebook et d'appeler les gens à la grève pour que les gens fassent grève. Il faut qu'il y ait une organisation derrière. D'ailleurs, ce Hirak, pour moi, c'était, je pense que pour la majorité, c'est un miracle. Parce que sur le plan de l'organisation, il n'y a aucune organisation derrière. Exact. Les partis politiques, ils sont cassés, ils sont discrédités, etc. Donc, du moment que la rente suffit, il pourra tenir. Par contre, les réserves de change sont en train de fondre. Le prix du baril aujourd'hui ne répond plus aux équilibres recherchés. Le prix d'équilibre entre le budget de l'État et l'importation, il est entre 130 à 135 $ le baril. Donc à 60 ou à 65 $, on est en train de puiser dans les réserves. Beaucoup d'experts, et même ceux proches du régime, disent qu'à la fin 2021, au premier trimestre 2022, on n'aura plus de réserves. Donc là, il y aura problème. Mais le régime le sait. Il le sait. Mais malgré ça, il s'accroche. Comme disait Hirak, c'est un régime, c'est une garde prolétaire. Il ne peut pas comprendre ces chiffres. Mebtoul, l'ancien directeur général de Sonatrach, ministre de l'énergie, il vient d'être démis de ses fonctions. Il a fait une déclaration sur TSA en disant que Sonatrach est un État dans l'État. 2 semaines après, il a été démogé. Rabia, ministre des Finances, en juin 2020. En juin 2020, il fait une déclaration sur TSA toujours, en disant que la situation des finances publiques est au rouge. 4 semaines après, dehors. On casse le thermomètre. Donc même quand vous êtes à l'intérieur, vous leur dites les 4 vérités, ils ne veulent pas vous croire. Parce que pour eux, le pétrole et le gaz ont toujours, la rente pétrolière a toujours été là pour sauver la face. Mais ils savent que c'est fini. Ils le savent. Mais ils ne sont pas convaincus. Les plus intelligents autour d'eux, peut-être ils le savent, mais les Shingriha, les Tebboune. Et puis, comme disait Adi tout à l'heure, personne ne peut prendre de décision aujourd'hui. Il n'y a plus de chef. Personne. Il n'y a plus de noyau central. Personne. Même Tebboune ne peut pas prendre de décision. Même Shingriha. Surtout pas Tebboune. Surtout pas. Même Shingriha. Mais lui aussi, il est tenu par un collège. Oui, et le premier collège est tenu par le deuxième collège. C'est qu'on a construit un régime mafieux. On est victime. C'est une machine qui fonctionne toute seule, quoi. D'une manière mafieuse. Qui tourne. Quand il y avait de l'argent à l'époque de Bouteflika, on pouvait faire tourner la baraque parce qu'il y avait de l'argent. Mais quand il n'y a plus d'argent. Eh oui. Absolument. Et c'est pour ça que moi je pose la question. Pourquoi, alors que ce n'est plus de leur intérêt, pourquoi ne partent-ils pas jouir de leurs économies? Il y a deux réponses. Ils n'ont pas cette intelligence pour le comprendre. Et surtout que l'Occident, qui a, dans certains pays européens, voire même d'Amérique latine, soutenu la transition démocratique, ne leur fait pas la pression aujourd'hui. Oui. Parce que ni l'Occident, ni les monarchies du Moyen-Orient, ni la Turquie, ni le voisin de l'Ouest, ni la Russie, ni la Chine, ça c'est une évidence, n'ont intérêt au pluriel qu'il y ait un changement démocratique en Algérie. C'est ça. Pour une question de modèle social, pour des intérêts géopolitiques et pour une histoire d'équilibre. Aujourd'hui, la Russie, elle est de retour dans les mers chaudes en Méditerranée. L'Algérie constituerait un très bon allié, c'est le premier
client en termes d'achat d'armes pour la Russie. C'est en Afrique, un des premiers clients pour la Chine, etc. Je le comprends, c'est normal, les Chinois, les Russes ont des intérêts. Aujourd'hui, on n'a pas, dans notre commandement militaire et dans notre commandement politique, on n'a pas de responsables militaires et civils capables de comprendre ces enjeux et comprendre que dans un an et demi, on ne pourra plus nourrir cette population. Ben justement, alors nous en arrivons au point nodal. Ce régime qui semble faire feu de tout bois, il n'est plus dans la subversion, il est dans la contre-révolution. Il utilise des moyens absolument incroyables qui peuvent conduire à des situations incontrôlées, comme de dresser des Algériens contre d'autres, oui, des régions contre d'autres, j'allais dire des identités contre d'autres. Et là, Rachad, dont vous faites partie, on fait les frais, qu'on a sorti comme ça du placard, comme un épouvantail islamiste qui menace Bororo. Voilà. Et ils sont arrivés il y a beaucoup de gens qui sont contre Rachad. C'est normal. En toute bonne foi. Oui, c'est normal. Ce n'est pas des agents. C'est normal. On a réussi à leur inculquer la peur, à leur inséminer la peur que Rachad, c'est de l'islamisme. Même sans ça, Rachad ne peut pas plaire à tout le monde. Oui, mais là où je veux en venir. Alors ce régime qui nous crée une histoire de liquidité. Oui. C'est atroce le problème des liquidités en Algérie. Mais il ne la crée pas, c'est une réalité. Beaucoup de gens pensent que c'est contrôlé par un clan du régime qui fait tout pour que ça se passe comme ça. On a entendu tout à l'heure qu'il n'y a plus de répression du Hirak. Oui. Pénurie d'huile. Oui. Alors que M. Rabarab a fait une déclaration où il a dit nous sommes en surproduction, en surstock. Oui. Comment il y a une pénurie alors que nous affirmons. J'ai l'explication de la pénurie. Ouais, mais on va y arriver. Alors, la flambée des prix. Les prix ont flambé d'une façon incroyable. C'est pas 5%, jusqu'à 200, 300%. C'est l'inflation. La déchéance de nationalité que ils en parlent plus. Et dont ils savaient qu'elle n'avait aucune chance de passer. Et cette histoire de Trouine, Rachad, les Kabyles, les ceci. Alors, dire qu'il y a quelque chose derrière. Voilà. Si ça ne passe pas, c'est qu'effectivement, il y a une psychose, les gens ont peur. Ils ont une main, c'est sûr. Il y a quelque chose. Bien sûr. Ouais. Parce que la production est là. Même le ministre du Commerce, Alakos Morazeg, qui fait plus du cinéma qu'autre chose, dit que la matière première... Exportateur de pâtes de poulet. Juste une petite parenthèse. On entre à la contre-révolution. Oui, bien sûr. Alors, il faut savoir que l'huile d'olive, Helio, c'est l'huile d'olive qui est subventionnée, qui est censée être vendue au consommateur final à 125 dinars le litre. Les détaillants, aujourd'hui, achètent cette huile-là, Helio, parce que l'autre Fleurial, elle n'est pas subventionnée, elle est un peu plus chère et elle est de meilleure qualité. Cette huile-là de table, elle est achetée aujourd'hui chez le grossiste à 125 dinars. Donc quand le commerçant détaillant l'achète déjà à 125 dinars, il va la vendre à 130 ou à 135 dinars. Les contrôleurs du ministère du Commerce sont sortis depuis 4 ou 5 semaines pour faire des vérifications, faire des PV aux gens qui vendent cette huile-là à plus de 125 dinars sans préfixe. Les commerçants ont dit, nous, on l'achète en gros à ce prix-là. La réponse des fonctionnaires du ministère du Commerce, ne l'achetez plus à ce prix-là. Ok, moi, je suis commerçant, je vais être verbalisé si je la vends plus de 125 dinars, sachant que je l'achète à 125 dinars. Donc, un commerçant est censé faire du commerce pour gagner de l'argent et non pas pour en perdre. D'accord. Donc tout le monde a arrêté d'acheter cette huile-là. Bien sûr. Et donc le producteur a du surstock. A du surstock. Parce que personne ne lui achète. Oui, et les grossistes aussi. Maintenant, moi je suis l'État, je suis le ministère du Commerce. Je sais que l'huile de table doit arriver au consommateur final à 125 dinars. Je fixe ce prix-là. Je le fixe à partir d'une réalité. Je connais très bien le prix de sortie au niveau de l'usine. Je connais très bien le prix d'arrivée au niveau du grossiste et du semi-grossiste, qui va permettre une petite marge de bénéfice aux détaillants pour permettre à la chaîne de production et de distribution de fonctionner et de gagner de l'argent en respectant le prix final. Moi, en tant que fonctionnaire du ministère du Commerce, au ministre du Commerce, à la première chaîne, je vais chez qui? Je vais chez le producteur. Évidemment. Je vais chez Arbrab. À combien, M. Arbrab ou autre? Parce qu'ils sont 2 ou 3 qui produisent cette huile qui est subventionnée. À combien vous sortez le litre d'huile de table de votre usine? C'est là la subvention.
Absolument. C'est clair. Parce que ces producteurs-là bénéficient des subventions. Parce qu'ils la vendent un petit peu à perte et ils sont subventionnés par l'État. Ils bénéficient de, qu'on appelle ça, de rabais au niveau des impôts pour importer la matière première. Donc, je vais avancer. Donc, le souci de l'huile, il est chez les producteurs. Monsieur Rezik, s'il a du courage, il n'a qu'à aller chez Monsieur Brab et ses concurrents et non pas les petits commerçants. Pour la contre-révolution. À charge pour quiconque veut répondre à ce que vous venez de dire. Absolument, bien sûr. Droit de réponse est Mais bien ouvert, sûr, mais bien évidemment. Pour la contre-révolution, elle a commencé, c'est normal. Le régime n'arrive même plus à produire de nouveaux responsables politiques et militaires. D'ailleurs, en 2020, ils ont fait appel à d'anciens militaires, dont Shafik Mesbah. Depuis l'arrivée de Shafik Mesbah à la tête de cette prétendue agence de coopération internationale, on a commencé à voir la contre-révolution apparaître avec ses premières configurations à la place de la République à Paris. Je ne suis pas contre que les gens viennent critiquer un mouvement politique ou une tendance. C'est normal. Rachad dans l'occurrence. Absolument, Rachad dans l'occurrence. Mais que les gens viennent, ils se bounissent. Ils disent que c'est des terroristes, à tort et à travers. On est arrivé la semaine passée, le sacré, le semaine arbé. Depuis que les gens réagissent, parce que c'est des Algériens, ils sont à 98%, 99% musulmans, avec des différents niveaux de croyances et de pratiques, c'est le sacré-terre. Les gens réagissent, c'est Rachad. Alors, il y a un rassemblement de juifs français ou de chrétiens catholiques, Jésus, la concorde, tu vois la réaction. Ils n'auront pas besoin qu'il y ait une organisation politique ou syndicale qui les pose. Ça relève du sacré. Donc, quand on fait de la politique, en stigmatisant une partie du Hirak, et en stigmatisant et en insultant même le sacré des Algériens. Pour moi, c'est de la contre-révolution. Parce qu'on n'est pas né de la dernière pluie. Shafik Mesbah et Toufir, c'est pour ça que je parlais de Toufir. On les connaît depuis 30 ans. Et ça a commencé ici à Paris. Hein. Bien sûr que ça commence toujours à Paris. Parce que Paris, c'est la place forte. Mais bien sûr. Donc cette contre-révolution, elle y est aujourd'hui en Algérie. Je tiens à saluer l'article qui a été publié aujourd'hui, écrit et publié par Qadi Ihsan, qui a très bien résumé. Il faut protéger Rachad. Il faut protéger le Hirak. Oui. Parce que ce n'est pas Rachad qui est en danger. Rachad a existé depuis 2007 et continuera à exister. Mais c'est-à-dire qu'il a éventé le piège. Absolument. Il a dit ils vont commencer par ça pour diviser le Hirak. Hassan a vécu le contrat de Rome 95, il connaît le système et puis c'est son entourage. Bon, l'article, j'avais quelques observations à l'intérieur, c'est normal, on ne peut pas être d'accord sur tout, mais sur l'ensemble, je tiens à le saluer parce que c'est très courageux de sa part pour dire qu'aujourd'hui... Il s'est fait lyncher. Mais je le sais. Il s'est fait lyncher. C'est normal, les éradicateurs, comme il s'est fait lyncher en 95, en soutenant le contrat de Rome. Absolument. Parce que le régime aujourd'hui ne veut pas que les hirakistes, entre eux, avec différentes tendances, s'associent ou s'accordent autour d'un document politique commun. Ce qui s'est fait en 95. Moi, je vais vous poser une question simple. Je vous en prie, allez-y. Parce que beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, Rachad, terroriste, islamiste, salafiste... Il y a eu même des mandats d'arrêt hier. Ouais, il y a eu des mandats d'arrêt contre Zetot et qui d'autre Amir Aboudeïcha. Mohamed Abdallah. Mohamed Abdallah, un ancien militaire établi en Espagne. Parce que moi, je n'ai jamais entendu, depuis le début du Hirak, Rachad revendiquer une quelconque appartenance islamiste, ni déclamer un quelconque slogan idéologique qui aille dans Je vais vous étonner. Alors, est-ce que c'est le cas? Je vais vous étonner. Je vais vous répondre avec une réponse. La République, on reste à Paris. Oui. Il y a 3 ou 4 mouvements politiques, disons 3 ou 4 mouvements politiques structurés qui sont présents. J'ai vu en 2019 et en 2020 des banderoles du FFS au sein du Hirak. Oui, oui. J'ai vu des banderoles de Djil Jadid. Oui. Ceux du RCD n'ont jamais été là. Ceux de Rachad aussi. On n'a jamais dit pourquoi le FFS à Paris ou la Djil Jadid à Paris, quand il était avec le Hirak, il crée les banderoles terre. On ne lui a jamais reproché. Aujourd'hui, vous avez un cadre supérieur du FFS qui soutient les militaires, qui est publié par l'APS et Algérie Patriotique, Chine Zar. Oui. Celui que les gars, entre vous et moi, il y a une rivière de sang, ou un fleuve de sang, excusez-moi. On ne demande pas au FFS de se dissocier de Samir Bouakouir. Et nous, on vient nous demander des choses qu'on n'a jamais dit. Yani, si vous avez entendu un des cadres ou un des dirigeants, voire même un des militants du Rachad, avoir un discours religieux ou extrémiste, il faut que vous... On a eu un incident avec un militant à Constantine. Il y a 4 ou 5 mois, suite à l'assassinat du professeur ici en France. Il a fait une publication sur une page Facebook. Un militant pas très connu à l'échelle nationale. Le soir même,
Le soir même, on a pris une décision. Nous sommes un mouvement politique responsable. Maintenant que le régime essaie de diaboliser le Hirak à travers Rachid, c'est normal. Parce qu'en 92, ils ont diabolisé le fils. En Égypte, ils ont diabolisé l'Ikhwan. Il faut qu'ils trouvent un ennemi. Un bouc émissaire. Et moi, j'invite mes amis, militants, intellectuels de gauche, laïcs, démocrates, ne tombez pas dans le panneau. Il y en a certains, pas tous, qui sont déjà tombés dans le panneau de cette manipulation en 92. Ça nous a mené vers une guerre civile entre les civils. 250 000 En tout cas, morts. ils vous ont fait de la publicité. Vous étiez un petit mouvement politique. On est toujours un petit mouvement. Vous êtes devenu un mouvement. On est toujours un petit mouvement. Nous sommes Alors, écoutez ce que disent les gens en réponse. réponse. Écoutez cette petite, puis je vous donnerai le mot de la fin, moins d'une minute chacun. Regardez, écoutez. Moi, je dirais que le Hirak doit rester uni. J'appelle nos amis laïcs et de gauche, démocrates, à ne pas quitter la rue. Il ne faut pas se faire avoir par Shafiq Misbah. Il ne faut pas se faire avoir par Toufiq. Il ne faut pas se faire avoir par la police politique. On s'est déjà fait avoir différentes tendances politiques comprises en 92. Vous avez vu le résultat. Il ne faut pas que cette jeunesse-là soit l'héritière de nos erreurs passées.